Vous savez, ce qui m'a le plus dérangé dans le film Backrooms, ce n'est pas le capitaine, ce n'est pas la bactérie, ce sont même pas ces couloirs interminables qui semblent avoir été dessinés par quelqu'un qui nourrit une haine très personnelle envers les architectes. Non, ce qui m'a dérangé, c'est que tout le monde semble chercher la mauvaise réponse. Depuis la sortie du film, une théorie revient partout. Les backrooms seraient une immense métaphore. Les monstres représenteraient les traumatismes, les couloirs seraient le subconscient, les still life ne seraient que des souvenirs figés. Et mine de rien, je comprends pourquoi cette théorie fonctionne, parce qu'en fait, elle explique énormément de choses. Mais, paradoxalement, elle laisse beaucoup de mystères, et c'est ça qui fait que il y a matière à discuter, vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, j'ai recommencé le film, les web-séries, les found footage, encore et encore, jusqu'à remarquer quelque chose de vraiment étrange. Ken Person ne cache pas seulement des indices, il répète les mêmes fenêtres, les mêmes radios, les mêmes lumières, les mêmes silhouettes, les mêmes phrases, les mêmes anomalies, comme si chaque épisode n'ajoutait pas simplement du lore, mais essayait de nous apprendre une règle que personne n'avait encore formulée. Et disons que c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté d'essayer de comprendre ce que représentaient les backrooms. Je me suis juste demandé, est-ce qu'elle pourrait répondre à des lois physiques, immuables, qui seraient dictées par une approche, une méthodologie scientifique, mathématique, et du coup, par extension, universelle. Parce qu'à partir du moment où l'on fait ce choix, tout change, littéralement tout. Le capitaine, la bactérie, les still life, la fresque, les null zones, les food footage et même l'origine d'Async. Je ne prétends pas avoir découvert la vérité, mais je pense avoir trouvé une mécanique capable de relier presque tout ce que Ken Person construit depuis des années. Et si cette mécanique est réelle, alors le véritable monstre des backrooms n'est peut-être pas une créature, c'est peut-être le temps lui-même. Et après avoir revu plusieurs fois le film, il y a une question qui persistait dans mon esprit, à tel point qu'elle en devenait presque dérangeante. Pourquoi Ken Person répète-t-il toujours les mêmes phénomènes ? Pourquoi retrouve-t-on encore et encore les mêmes anomalies, parfois à plusieurs années d'écart, dans des épisodes qui ne racontent pourtant pas la même histoire ? Parce que si ces scènes se ressemblent, ce n'est peut-être pas parce qu'elles racontent la même chose, c'est peut-être parce qu'elles obéissent à la même règle. Cette règle, je crois qu'elle est cachée sous nos yeux depuis le début. Pas dans un dialogue, pas dans une scène spectaculaire, mais dans une simple phrase peinte sur une fresque. Ken Person construit un univers rempli de monstres, de couloirs impossibles, de créatures qui semblent sortir d'un cauchemar. Et pourtant, il nous demande de rester réalistes. Comme s'il nous disait « Vous regardez le mauvais film, regardez Async ». À aucun moment, il ne parle de possession. À aucun moment, il ne cherche un exorcisme. Il ne convoque aucun spécialiste du paranormal. Ils font exactement l'inverse. Ils installent des capteurs, ils construisent des machines, ils mesurent, ils cartographient, ils enregistrent, ils observent, ils expérimentent. Comme des scientifiques confrontés à un phénomène naturel dont ils ignorent encore les lois. Et c'est précisément ce détail qui a complètement changé ma manière de regarder le film. J'ai alors arrêté de chercher des monstres, j'ai commencé à chercher une anomalie, une seule, celle qui pourrait expliquer toutes les autres. Et c'est là où les choses deviennent vraiment troublantes. Dans la web-série, un homme perdu dans les backrooms capte une émission radio qui n'a pas encore été diffusée. Puis le film ajoute un nouvel indice. Bobby descend dans cette immense pièce remplie de vêtements. Au milieu de centaines d'habits abandonnés, il reconnaît le sien. Pris séparément, ces détails paraissent insignifiants, incongrus, qui ont aucun rapport les uns avec les autres. Mais moi je les vois un peu comme un puzzle. Imaginez un puzzle de milliers de pièces. Vous trouvez une pièce bleue, une pièce rouge, une pièce verte. Prises séparément, elles ne vont rien les unes avec les autres. Mais si vous les assemblez, elles forment un espèce de visage.
Et pour moi, ce visage, c'est ni le monstre, ni le capitaine, ni les Still Life. Ce monstre, ce visage, c'est le temps. Il existe une idée fascinante en physique et en philosophie. Une idée qui paraît presque absurde lorsqu'on l'entend pour la première fois. Celle selon laquelle le passé, le présent et le futur n'existeraient peut-être pas les uns après les autres, ils existeraient tous en même temps. Nous aurions simplement l'impression de les traverser dans une seule direction. Imaginez une immense bibliothèque. Tous les livres sont déjà écrits. Pourtant, vous ne pouvez lire qu'une seule page à la fois. Vous avez l'impression que l'histoire avance. En réalité, elle existe déjà entièrement. Et si les backrooms étaient précisément l'endroit où cette bibliothèque devenait accessible? Alors les radios ne prédisent plus le futur, les vêtements n'apparaissent plus par magie, les objets ne sont plus des incohérences, ils deviennent les conséquences d'un monde où plusieurs temporalités se touchent. Mais au milieu de toutes ces anomalies, il y en a une qui me dérange encore davantage, parce qu'elle ne concerne plus un objet, elle concerne un être humain. Et à partir du moment où ce n'est plus un objet qui subit cette mécanique, mais une personne, les backrooms cessent d'être un simple lieu étrange. Elles deviennent une tragédie. Parce qu'en vrai, quand on y réfléchit, le premier personnage qui subit cette mécanique, c'est peut-être pas le capitaine. C'est finalement peut-être Clark. Jusqu'à présent, nous avons parlé que d'indices, de radios, de vêtements, de fresques, d'objets, mais tous ces éléments ont un problème. Ils ne ressentent rien. Alors j'ai fini par me poser une question. À partir de quel moment les backrooms commencent à impacter un être humain? Et je crois que le film nous donne la réponse. Pas avec le capitaine, mais avec Clark. Il existe une scène dont on parle très peu, une scène discrète, sans musique, sans monstre, sans jumpscare. Pourtant, je crois que c'est l'une des plus terrifiantes du film. Can you see anything on your side? Can you see a handle, a door? Is there a hatch? Anything? No. Okay, let me figure this out. Okay, just hold on. Hold on. Okay. Just let me. Just hold on. Let me figure this out. Clark, behind you. La première fois que j'ai vu cette scène, je me suis dit que Clark était absorbé par son environnement et que par des soucis d'inattention et dans la continuité de ce qu'il était en train de vivre, il pouvait pas faire abstraction de cela et du coup voir Kate. Mais après j'ai revu la scène, encore et encore, et puis j'ai commencé à remarquer quelque chose. Depuis le début du film, Ken Person insiste sur les fenêtres, les ouvertures, les passages, les seuils. Comme si tout son univers essayait de nous faire comprendre qu'il existe plusieurs façons de regarder un même endroit. Et si Kate et Clark n'étaient pas séparés par un mur, mais par leur perception. Pour Kate, il existe encore une ouverture, une possibilité de communiquer, une fenêtre. Pour Clark, cette ouverture n'existe déjà plus, comme si les backrooms avaient commencé à lui montrer un autre monde. Et c'est précisément ce détail qui m'a fait revenir à la web-série, parce que soudain, je me suis souvenu d'un épisode. Ravi entre dans une maison, il entend un homme, les deux discutent, ils se répondent. Pourtant, ils sont incapables de se voir. Pendant longtemps, j'ai cru que cette scène était une simple curiosité, une anomalie de plus. Et après, je me suis dit, est-ce qu'elle raconterait pas la même chose avec les persos de Clark et Kate? Et je trouve que ça fait justement un très bon sens. Deux personnes, un même lieu, mais deux réalités différentes. Et c'est précisément là que ma manière de regarder les backrooms a changé. Ken Person ne répète pas cette mécanique, il nous l'enseigne. Ce n'est plus une anomalie, c'est une règle. Chaque fois qu'un personnage semble incapable de percevoir quelqu'un ou quelque chose, pourtant bien présent, la question n'est peut-être plus que regarde-t-il? La vraie question devient, dans quelle réalité se trouve-t-il déjà? Et si cette interprétation est correcte, alors Clark n'est pas simplement en train de perdre la raison, il est peut-être en train de perdre notre réalité. C'est ce qui rend cette scène aussi tragique. Ce n'est pas Kate qui perd Clark,
C'est Clark qui cesse progressivement de partager le même monde que Kate. Imaginez, 2 personnes debout dans une même pièce, elles respirent le même air, elles regardent dans la même direction. Pourtant, l'une vit déjà le demain, l'autre est encore au aujourd'hui. Elles sont côte à côte, mais elles ne pourront plus jamais se rencontrer. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Peut-être que les backrooms ne transforment pas d'abord le corps, peut-être qu'elles commencent par transformer la perception. Elles réécrivent progressivement la manière dont un être humain comprend le monde. Et une fois cette frontière franchie, il devient impossible de revenir en arrière. Si c'est vrai, alors un personnage jusque-là présenté comme simplement instable devient soudain essentiel. Une femme qui refuse obstinément de regarder par les fenêtres. Une femme que tout le monde considère comme folle. Nora, la mère de Marie. Et si elle avait jamais perdu la raison ? Et si elle avait commencé simplement à entrevoir et à apercevoir ce que Clark lui aussi est en train d'apercevoir ? À ce stade, une question devient inévitable. Si Clark commence réellement à percevoir une autre réalité, alors que se passe-t-il pour ceux qui vivent cette expérience plus longtemps ? Parce qu'on ne parle plus d'un instant, on parle d'une exposition, d'une lente transformation, d'une réalité qui finit par remplacer une autre. Et c'est ici qu'un personnage souvent relégué au second plan devient absolument essentiel. Nora, la mère de Marie. Le film nous présente Nora comme une femme profondément instable, une femme qui refuse obstinément de regarder par les fenêtres, une femme dont les proches pensent qu'elle sombre un peu plus dans la folie. Mais si Clark est déjà en train de perdre notre réalité, alors Nora n'est peut-être pas folle, elle est peut-être en avance. Regardez son comportement, elle ne fuit pas les monstres, elle ne fuit pas les couloirs, elle fuit les fenêtres. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'une simple fenêtre peut bien avoir d'aussi terrifiant ? Jusqu'ici, je pensais qu'il s'agissait d'un traumatisme, puis je me suis souvenu d'une phrase. Une phrase qui revient constamment dans l'univers de Ken Person. Et si les fenêtres n'étaient pas un symbole, mais un point de contact ? Pas entre 2 pièces, entre 2 réalités. Si cette idée est juste, alors Nora ne détourne pas le regard parce qu'elle imagine quelque chose, elle détourne le regard parce qu'elle voit réellement quelque chose. Et si vous trouvez cette idée un peu trop extrême, souvenez-vous de Clark. Souvenez-vous des radios. Souvenez-vous de Ravi. Souvenez-vous des vêtements. Souvenez-vous, depuis le début, Ken Person nous répète exactement la même mécanique. La perception change avant que le monde ne change. Et c'est précisément là que la bactérie prend un tout autre sens. Depuis le début, nous avons considéré la bactérie comme l'origine de la transformation, comme si elle infectait les êtres humains, comme si elle fabriquait les monstres. Mais et si nous avions inversé la cause et la conséquence ? Et si la bactérie n'était pas ce qui transforme les humains, mais ce qui colonise un être humain, une fois que sa perception de la réalité a déjà commencé à se désagréger ? Regardez les épisodes de la web-série. La matière organique apparaît toujours là où les frontières semblent les plus instables. Elle se développe, elle prolifère, comme si elle exploitait une rupture déjà bien existante. Ce détail est fondamental, parce qu'il change complètement notre lecture des monstres. Nous les avons toujours imaginés comme des créatures contaminées. Mais si la première contamination n'était pas biologique, et si elle était cognitive ? Si les backrooms commençaient par modifier la manière dont vous percevez le temps, alors votre corps finirait peut-être simplement par suivre. Et si la bactérie était précisément cette dernière étape ? Alors le capitaine Clark ne serait pas un monstre créé dans les backrooms, il serait l'aboutissement d'un processus. Un homme qui a cessé de percevoir notre réalité, puis qui a cessé d'appartenir à notre monde. Et c'est à cet instant que j'ai réalisé quelque chose de profondément dérangeant. Depuis le début, nous cherchons l'origine du capitaine. Mais peut-être que la vraie question n'a jamais été « qu'est-ce qu'il est ?» La vraie question est « qui était-il avant ?» Depuis le début de cette vidéo, une silhouette nous suit sans vraiment prendre la place centrale de l'histoire, comme si Ken Person nous disait de regarder ailleurs. Le capitaine, pendant longtemps, on l'a considéré comme une créature, une nouvelle espèce, une conséquence de la bactérie. Une chose née dans les backrooms, mais après tout ce que nous venons de voir, je crois plus que ce soit la bonne question à se poser. Regardez la manière dont Ken Person le filme. Ce n'est pas un monstre sans identité. Son corps porte des traces, des blessures.
une anatomie, des proportions humaines, comme si quelque chose ou quelqu'un existait encore sous cette transformation. Et c'est précisément ce qui m'a fait revenir à Clark. Pas parce que je voulais absolument les relier, mais parce que le film semble constamment les rapprocher. Pas frontalement, subtilement, comme si Kane refusait de nous donner une réponse, tout en nous laissant suffisamment d'indices pour que nous la construisions nous-mêmes. Depuis plusieurs minutes, nous avons établi une mécanique. Les backrooms modifient d'abord la perception, puis la réalité du personnage, puis son corps semble suivre cette transformation. Alors pourquoi le capitaine échapperait-il à cette règle? Et si ce que nous appelons monstre n'était en réalité que la dernière étape du voyage? Je pense qu'on tient quelque chose là. Imaginez Clark, non pas quelques heures après son entrée, mais des années plus tard, seul, perdu, exposé en permanence à un monde où le temps n'existe plus de manière linéaire, où chaque fenêtre ouvre sur une autre temporalité, où chaque tentative de retrouver la sortie échoue. Combien de temps faudrait-il avant qu'il ne cesse complètement d'appartenir à notre réalité? Ce n'est pas une mutation brutale, c'est une lente disparition. D'abord de ses repères, puis de ses souvenirs, puis de son identité, jusqu'au moment où il ne reste plus qu'une présence. Et si cette lecture est correcte, alors le capitaine n'était pas le méchant de cette histoire. C'est sa victime. Et c'est peut-être ce qui rend le film aussi tragique, parce que nous avons peur du capitaine, alors que nous devrions peut-être avoir peur de devenir lui. Pourtant, il reste un problème, un énorme problème. Si Clark devient réellement le capitaine, alors comment expliquer que certaines anomalies existaient déjà, avant même son arrivée? Comment expliquer les found footage les plus anciens, les expériences d'Async, les null zones, les premières contaminations? Pendant un instant, j'ai cru que toute cette théorie s'effondrait. Puis je me suis rendu compte que je faisais encore la même erreur. Je continuais de raisonner comme si le temps avançait dans une seule direction. Mais si les backrooms permettent réellement à plusieurs temporalités de coexister, alors le capitaine n'a jamais eu besoin d'atteindre sa propre naissance. Il pouvait déjà être présent avant même que Clark n'entre dans les backrooms. Ce paradoxe paraît impossible, pourtant il résout les plus grandes problématiques de ce film. Dans un univers où le temps cesse d'être une ligne, la cause peut très bien rencontrer sa propre conséquence. Et c'est exactement à ce moment-là que toute la web-série change de sens. Parce que les found footage ne racontent peut-être pas des histoires différentes. Ils racontent différentes positions sur une seule et même boucle. Pour comprendre cette boucle, il faut maintenant quitter le film et regarder l'œuvre entière de Ken Person comme un seul récit. Parce que je crois que les réponses que nous cherchons ne sont pas cachées dans une scène, elles sont dispersées dans toutes les histoires qu'il raconte depuis 4 ans. Jusqu'ici, tout ce que nous avons construit repose sur une idée. Les backrooms ne seraient pas simplement un lieu, elles répondraient à une loi mécanique. Une mécanique où le temps cesse d'être une ligne, où plusieurs réalités peuvent se toucher, où la perception se transforme avant le corps. C'est une théorie séduisante, mais une théorie n'a aucune valeur tant qu'elle n'est pas confrontée aux faits. Alors j'ai fait comme tout enquêteur se devait de faire dans ce genre de situation. J'ai quitté le film. Je suis retourné à la base de l'univers de Ken Person, c'est-à-dire sa web-série et les found footage. Pendant longtemps, je les ai regardés comme des histoires indépendantes, des récits qui enrichissaient simplement l'univers. Aujourd'hui, je ne les vois plus du tout de cette manière. Je crois qu'ils sont des expériences. Reprenons Ravi. Il pénètre dans cette maison, il entend une voix, une conversation s'engage. Pourtant, personne ne voit personne. Au début, cela ressemble à une scène étrange. Mais après tout ce que nous avons vu, elle devient une démonstration. 2 êtres humains, un même espace, 2 temporalités. Puis vient Motion. Pour beaucoup, cet épisode parle d'une créature. Moi, j'y vois autre chose. Regardez ce qui attire notre attention. Pas seulement le monstre, l'environnement, la matière organique. Cette prolifération silencieuse, comme si quelque chose colonisait progressivement un monde devenu instable. Et c'est précisément ce que nous disions tout à l'heure. Si la perception est la première frontière à céder, alors la matière organique pourrait n'apparaître qu'après cette rupture. Puis il y a Pitfalls, un épisode que beaucoup considèrent comme un simple changement de décor. Pourtant, il introduit quelque chose de fondamental, les null zones. Des endroits où les règles semblent encore plus instables, comme si certaines portions de backrooms concentraient davantage cette fracture du réel.
Ensuite, Overflow. Et là, quelque chose m'a frappé. Ken Person ne montre jamais une catastrophe comme un événement isolé. Chaque incident semble provoquer une réaction en chaîne, comme si modifier un point du système finissait par affecter l'ensemble de la structure. Enfin, Static Dead End, l'un des épisodes les plus mystérieux de toute la série. Pendant longtemps, je pensais qu'il ajoutait simplement de nouvelles questions. Aujourd'hui, je crois qu'il confirme quelque chose de beaucoup plus important. Les backrooms ne suivent pas une chronologie, elles suivent une logique. Et j'ai envie de dire, c'est là que tout prend sens, parce que chaque épisode ne contredit en rien notre théorie. Au contraire, Ravi nous parle des temporalités, Clark nous parle de la perception, Nora nous parle des fenêtres, Bobby nous parle des objets, le capitaine nous parle de l'aboutissement, la bactérie nous parle des conséquences. Ce ne sont plus des histoires séparées, ce sont les chapitres d'un seul et même récit. Et c'est peut-être ça le véritable génie de Ken Person. Nous avons passé des années à essayer de remettre les épisodes dans le bon ordre chronologique. Mais si le temps est réellement brisé, alors il n'existe peut-être aucun bon ordre. Chaque found footage n'est peut-être pas un nouvel épisode. C'est peut-être une fenêtre ouverte sur un endroit différent de la même boucle. Et si c'est vrai, alors il ne reste plus qu'une seule question. Une seule. Pourquoi cette boucle existe-t-elle? Qui l'a créée? Et surtout, est-elle vraiment née dans les backrooms? Ou est-ce que tout a commencé bien ailleurs? Les backrooms ne seraient peut-être pas un lieu, elles seraient un système où le temps cesse d'avancer, où le passé peut rencontrer son futur, où un homme peut devenir le monstre qu'il croisera plus tard, où un objet peut exister avant son propriétaire, où une voix peut être entendue avant d'avoir été prononcée. Et soudain, une question que je m'étais interdite me revient. Pourquoi? Pourquoi Ken Person revient-il toujours aux mêmes images? Puis j'ai repensé à une phrase que nous avons presque oubliée. Et si nous étions justement en train de regarder un phénomène naturel? Pas naturel au sens où nous le connaissons, mais naturel pour les backrooms. Imaginez un fleuve, vous êtes sur une barque, vous avancez. Vous pensez que l'eau coule toujours dans le même sens, puis vous découvrez un gigantesque tourbillon. L'eau ne disparaît pas, elle tourne, encore. Et si les backrooms étaient exactement cela, non pas un autre univers, mais un immense tourbillon où le temps tourne sur lui-même. Dans ce cas, Clark ne devient plus simplement le capitaine, il participe à une boucle. Nora ne devient plus folle, elle aperçoit cette boucle. Ravi ne parle plus à un fantôme, il parle à quelqu'un, situé ailleurs dans le courant. Bobby ne retrouve plus son t-shirt par hasard, il retrouve une trace, laissée par une autre version de son propre destin. Et c'est ici que les still life prennent un sens totalement différent. Nous les avons toujours considérés comme des monstres, des créatures, des erreurs. Mais si cette boucle existe, alors peut-être qu'ils ne sont rien de tout cela. Peut-être qu'ils sont simplement ceux qui ont cessé d'avancer. Des êtres humains restés trop longtemps prisonniers d'un temps immobile, jusqu'à devenir des éléments du décor. Regardez leur comportement. Ils ne construisent plus, ils ne cherchent plus, ils occupent, ils attendent, comme si leur existence entière avait fini par être absorbée par les backrooms elles-mêmes. Et si c'était ça, le véritable destin de tous ceux qui disparaissent?